Pour moi, l'avenir, c'est déjà de vivre au jour le jour. Après, on verra. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour mon bilan culturel du mois de mars et comme à chaque fois vers les alentours du 15 ou 16 mars à la moitié du mois, je me suis dit que je n'allais rien avoir à vous présenter et puis comme d'habitude dans les 2 dernières semaines voire la dernière semaine je découvre plein de trucs trop chouettes. Je vous promets que je ne fais pas exprès mais la vie fait que. La première chose dont je vous parle ce mois-ci, comme d'habitude je commence par les livres parce que ça faisait partie de mes résolutions de l'année 2021, n'est-ce pas? C'est le premier ouvrage de non-fiction que je lis cette année, pourtant c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est un plaisir différent je trouve, et celui-ci, c'est un essai de sociologie écrit par Eva Illouz, qui est professeure à l'université de Jérusalem et qui s'intitule Pourquoi l'amour fait mal, l'expérience amoureuse dans la modernité, qui a été publié, en tout cas dans sa version française, en 2012, puisque la version originale est en anglais. La première fois que j'ai repéré ce livre à la FNAC, un peu malgré moi, j'avoue que je l'ai un petit peu feuilleté et je n'ai pas osé l'acheter. Sans bien savoir pourquoi, j'avais un peu une espèce de honte en me disant mais non je vais pas acheter ça, si je consacre plusieurs soirées de lecture à l'amour en tant qu'objet d'étude, ça veut forcément dire que quelque chose ne va pas bien dans ma vie amoureuse. Bon, pas besoin d'être un génie pour le savoir, mais ça voulait dire l'accepter quoi, consciemment. Donc je ne l'ai pas pris, et en fait je suis retournée à la FNAC une deuxième fois, j'ai fini par craquer, hein. Je l'ai acheté, et en lisant l'essai, j'ai justement compris pourquoi en fait j'avais pu éprouver cette sorte de honte légère, hein, mais néanmoins existante. Pourquoi on a honte en fait, peut-être particulièrement en tant que femme, de s'intéresser à l'amour et de se questionner sur les causes de notre souffrance amoureuse, de ce qu'on ressent peut-être comme des échecs, comme des lacunes. Alors, l'amour accompagne la modernité. Et c'est dans ce sens-là d'abord qu'il est d'une importance capitale pour la sociologie. La thèse principale du livre, c'est que dans notre culture postmoderne occidentale, l'individu est rendu entièrement responsable de sa souffrance amoureuse ou de sa réussite amoureuse, mais elle est peut-être plus rare. Et dans ce cadre sociologique, le marché des partenaires sexuels et matrimoniaux est comparé au marché des biens et services, sur lequel l'offre et la demande déterminent la valeur d'un bien, en tout cas dans une situation de concurrence pure et parfaite, ou de quelque chose qui s'en rapproche. Les biens sont ici les personnes ou les relations amoureuses, dont la valeur est déterminée par cet ajustement de l'offre et de la demande. Et sur ce marché, les acteurs font preuve d'une rationalité limitée, et c'est en ceci qu'ils opèrent des choix dans le but de maximiser leur satisfaction. Au départ, j'étais un petit peu sceptique de cette comparaison qui revient beaucoup du marché matrimonial et sexuel avec les marchés économiques de marchandises, et en fait Eva Illouz fait appel à des théories de nombreux sociologues et économistes, de Marx à Durkheim à d'autres économistes plus ou moins contemporains. Je crois qu'il y a même Thomas Piketty qui est cité dans un chapitre. Donc pour moi qui n'ai pas fait d'études de sociologie, j'ai trouvé hyper intéressant de lire l'explication de la démarche d'Eva Illouz. Elle présente son hypothèse, les outils qu'elle va utiliser pour tenter de la confirmer ou de l'infirmer. Dans les outils, il y a notamment 70 entretiens qu'elle a réalisés avec des hommes et femmes âgés de 25 à 70 ans. Dans les autres outils utilisés, il y a aussi la littérature française et anglaise des XVIIe et XVIIIe siècles, parfois un peu avant aussi, un peu jusqu'au Moyen-Âge, donc carrément avant, mais on a surtout des références de manière répétée à des grands classiques comme Madame Bovary, comme Les Hauts de Hurlevent et d'autres que je n'ai plus en tête. Mais là encore, Eva Illouz explique pourquoi elle trouve intéressant de s'intéresser à cette littérature. Ce ne sont pas des preuves en tant que telles de comment c'était avant, comment c'est maintenant, mais ça permet d'établir des comparaisons, des codes qui étaient
qui étaient admis comme des postulats en fait par une société donnée. Ce serait beaucoup trop long de vous réexpliquer toute sa démarche et je le ferai sûrement de manière beaucoup plus maladroite que l'auteur en personne. Donc je vais m'arrêter là, mais sachez que ce livre aussi, j'en ai parlé à mes sœurs, à ma mère, à des amis, et à chaque fois que je leur en parlais, ils avaient un peu la même réaction que moi. Au début ils disaient mais c'est n'importe quoi, pas du tout. Et à la fin quand je leur disais mais si, parce que là elle explique qu'en fait c'est pour ça, ceci, cela, ils me disaient ah ouais, peut-être. Et je trouve ça hyper intéressant parce que je pense que cette réaction que j'ai eue moi aussi, c'est une espèce de déni ou de rejet. On n'a pas envie que la situation soit comme ça, donc on se dit bah non, elle a tort, enfin elle fait des généralités, mais là encore en fait elle détruit toutes tes croyances qui te font rester dans ton confort en fait. Pour conclure, il y a vraiment deux thèmes principalement qui m'ont intéressée dans ce livre. C'est le thème de la masculinité et de son déclin en tant que statut social, et donc de sa translation, de son déplacement vers la sphère de l'intime, c'est-à-dire de la sexualité et de relations amoureuses, puisque les champs sociaux qui étaient précédemment réservés aux hommes, comme notamment le travail, le foyer en tant que maître de foyer et les clubs sportifs, les bars, sont de plus en plus des espaces mixtes, quand ils existaient avant la Covid. Ce sont des espaces de plus en plus mixtes et donc ils doivent exprimer leur masculinité et leur virilité autrement. Et il se trouve que l'une des marques de la virilité aujourd'hui, selon Eva Illouz, mais je pense que vous pouvez en convenir pour une grande partie d'entre vous, c'est le détachement des hommes vis-à-vis des relations et la réticence à s'engager. 3 words. 8 letters. Say it, and I'm yours. Ce qui me concerne évidemment, encore une fois, pas tout le monde, mais qui est un trait récurrent qui n'existait pas du tout avant, et c'est là que c'est intéressant de voir ce changement, c'est qu'au XVIIe, XVIIIe siècle et dans toutes les époques qui ont précédé, c'est au contraire l'engagement vis-à-vis d'une femme et d'une relation et la volonté qui était une marque suprême de virilité. Et donc c'est hyper intéressant de comprendre les causes qui ont conduit à ce changement. Et le deuxième thème qui m'a beaucoup intéressée, c'est la réaction des femmes vis-à-vis de ce détachement historique, sociologique et psychologique des hommes vis-à-vis des relations. Eva Illouz explique que les femmes disposent d'un pouvoir de négociation bien moindre sur le marché sexuel et matrimonial, et elle explique pourquoi ce pouvoir de négociation est moindre chez les femmes que chez les hommes. Il y a plusieurs causes, encore une fois c'est assez complexe et super intéressant, mais cette asymétrie fait que les femmes ont trouvé comme moyen de reconquérir une égalité, ou de la conquérir, car l'a-t-on jamais eu, elles ont trouvé comme moyen de se positionner comme égales des hommes, d'imiter en fait leur comportement sexuel et amoureux, qui s'exprime à travers le détachement, le refus ou la réticence à s'engager dans une relation. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je me suis dit, je me reconnais dans ces femmes voilà, fières d'être libre tout simplement, ou de se sentir libre. Et en fait elle explique que si tu te sens libre, c'est que tu imites le comportement des hommes et en fait que tu es dans une impasse, et c'est hyper déprimant. Franchement il y a des passages hyper déprimants dans ce livre. Mais elle évoque des pistes de solutions à travers les débuts de révolution féministe qu'on voit naître en ce moment. C'est difficile de le dire sans le recul, mais la révolution féministe n'est pas l'objet principal de ce livre, et c'est très bien parce qu'il faut faire des choix et c'est un ouvrage qui reste très cohérent. En tout cas, ça m'a beaucoup fait réfléchir et je ne m'attendais pas à ce que ce soit un tel... c'est pas une révélation, mais ça m'a ouvert les yeux. Et j'ai un ami à moi qui voulait d'ailleurs que je lui prête ce livre, et c'eût été avec plaisir si j'avais pas pris des annotations sur certaines pages qui en fait renvoient à mon expérience perso, et je me suis dit non, la honte, c'est trop... Non, j'ai mis de moi dans ce livre, donc cette édition restera bien au chaud sur mon étagère. Ils ont qu'à l'acheter pour ceux qui veulent la lire, et je vous encourage à l'acheter aussi, et à prendre vos notes les plus secrètes en bas de page. Ensuite, j'ai regardé 2 films ce mois-ci, à commencer par Her, de Spike Jonze, pas facile à dire, Her, un film sorti en 2013, dont j'avais entendu beaucoup de bien, et je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour le regarder, parce qu'il m'a touchée beaucoup.
C'est une histoire qui se déroule à Los Angeles dans un futur proche. Alors selon les articles, ça peut être 2025-2030. C'est l'histoire de Theodore Twombly, qui est un homme en procédure de divorce depuis 1 an et qui se sent très seul. C'est bien comme début d'histoire, non? Son métier, c'est de travailler dans une entreprise qui écrit des lettres d'amour ou d'amitié à la place de ses clients. Et le fait de voir ses relations un peu de l'extérieur et d'écrire de beaux mots pour des personnes qu'il ne rencontrera jamais à la place de quelqu'un d'autre doit accroître son sentiment de solitude. Donc il finit par acheter et télécharger une intelligence artificielle à laquelle il donne une voix féminine. Hi. Hi, I'm Samantha. Tadadadada, la suite, il tombe amoureux. Ils développent une relation. Le gros point fort de ce film, pour moi, ce sont les acteurs, à commencer par l'acteur principal Joaquin Phoenix, qui joue le rôle de Theodore. Joaquin Phoenix, c'est une perle. Il joue avec une sensibilité extraordinaire. J'adore cet acteur et dans ce rôle-là, il est vraiment excellent. Donc rien que pour ça, c'est déjà un bonheur. La voix de l'intelligence artificielle est jouée par Scarlett Johansson, qui même à travers sa voix a une présence extraordinaire, un charme fou. Franchement, je comprends pourquoi il tombe amoureux. Et au-delà des acteurs, ce qui est très fort dans ce film, c'est la réflexion qui n'est pas posée en tant que telle, mais qu'on est obligé d'avoir en tant que spectateur et qui est véhiculée à travers les questionnements des personnages aussi. Cette réflexion sur l'amour. Qu'est-ce qui fait qu'on aime une personne, même quand cette personne n'est pas une vraie personne, n'est qu'une voix qui n'a pas un cerveau humain, mais un cerveau qui imite les comportements humains. C'est une réflexion qui peut aller assez loin, je trouve. Qu'est-ce qui fait qu'on aime une personne? Est-ce que c'est simplement une partie d'elle? Est-ce que c'est la projection qu'on se fait d'elle en tant que personne incarnée? Est-ce que c'est les émotions qu'on éprouve au contact de cette para-personne? Est-ce qu'elle nous fait rire? On se sent moins seul? Et l'homme et l'intelligence artificielle ont conscience que ce n'est pas normal au départ d'avoir cette relation amoureuse qui est complètement asymétrique, ce qui développe des insécurités chez eux. Et à partir d'un moment, ils acceptent finalement de vivre cette relation comme elle est, sans se soucier des standards qui définissent ce que doit être une relation normale. Et c'est une période dans laquelle ils sont très heureux. Bien sûr, c'est éphémère, voilà, sans spoil. Mais vraiment, je suis sans mots. C'est un film qui est super beau, super touchant, qui a de très belles images aussi. Ça fait vraiment partie de la force poétique du film. C'est un film qui m'a pas mal fait penser à The Lobster de Yorgos Lanthimos, un réalisateur grec, je crois. Justement dans ce super bon mix entre l'absurde, la philosophie sérieuse et la poésie des images et des dialogues. Donc je vous recommande chaleureusement ces deux films-là. Et le deuxième film que j'ai regardé, c'est un film de Bertrand Tavernier, je crois que c'est son dernier en date, Quai d'Orsay. Je l'ai regardé là ce week-end après avoir appris, comme la France entière, son triste décès jeudi 25 mars, je crois. C'était mon voisin, donc en plus de l'admiration que j'avais pour le peu de son travail que je connaissais, j'avais aussi de l'affection pour lui. J'étais super honorée de lui tenir la porte quand il sortait se promener avec son chien, qui est trop mignon d'ailleurs. C'est quand même un cinéaste qui nous lègue une œuvre de taille dans le cinéma français contemporain. Et pourtant, quand je parle de Bertrand Tavernier à des amis, il n'y en a quasiment aucun qui le connaît. Donc je sais pas si c'est un effet de génération ou quoi. Si vous avez un avis, dites-moi dans les commentaires. Mais c'est un peu dommage, et moi la première, je n'avais vu qu'un seul de ses films, La Princesse de Montpensier, quand il est sorti au cinéma. Quai d'Orsay, c'est un film sorti en 2013 qui est adapté de la bande dessinée du même nom, écrite par Christophe Blain et Abel Lanzac. On y suit Arthur Vlaminck, qui est interprété par Raphaël Personnaz, ce petit cœur. Je le dis avec beaucoup de respect, mais vraiment, quel acteur. Arthur Vlaminck, fraîchement diplômé de l'ENA, qui est appelé à travailler au service du ministre des Affaires étrangères
Alexandre Taillard de Worms, qui est un nom composé de toutes pièces pour ne pas dire que c'est en réalité le personnage de Villepin. Notre petit Arthur est nommé responsable des langages, tout ça pour dire qu'il doit écrire les discours. Je vous confie ce qu'il y a de plus important, le langage. Dominique de Villemain, votre parcours, les mots, hein, vous êtes un homme de mots. Alors je rappelais ce fameux discours de 2003, vous êtes de ces politiques croyants aux mots. Ça peut changer les choses, les mots. Je pensais d'abord vous dire que ce film était une satire du ministère des Affaires étrangères. Et en fait, après avoir regardé l'interview de Bertrand Tavernier à propos de ce film, je me suis rendu compte que c'était vraiment une comédie en fait, certes, mais plutôt une mise à l'honneur et un hommage rendu au travail des fonctionnaires au ministère des Affaires étrangères. C'est mon monde. Je trouve que le sujet est formidable. Je trouve que c'est des gens qui travaillent, qui sont obsédés par essayer de montrer que les gens bossent dans les films. Donc bien sûr, on retrouve les défauts un peu français des administrations, comme la bureaucratie sans fin, les organigrammes auxquels on ne comprend rien, le manque total de coordination entre les sections qui fait qu'on doit revenir sur une décision de nombreuses fois, la difficulté de réussir à joindre quelqu'un qui est toujours en réunion, coup de vent, l'opposition entre les grands principes et l'action concrète. Mais au-delà de ça, il y a vraiment les conditions de travail des gens qui travaillent au ministère qu'a voulu montrer Bertrand Tavernier. Il y a la copine d'Arthur Vlaminck aussi qui a été un élément important pour Bertrand Tavernier afin de faire passer un message qui n'était pas forcément présent dans la BD. Et puis le personnage du ministre Taillard de Worms et indirectement de Villepin est brillantissime. Légitimité, tac, tac, tac. Unité, tac, tac, tac. Efficacité, tchac, tchac, tchac. Sinon, c'est la guerre. Il est un peu dingo dans le film, mais au fond, quand on y regarde bien, il garde toujours la même position. Il a un peu des grands principes et on se dit tout ça c'est que de la fumée, mais pas du tout. Derrière, il agit et comme si de rien n'était en fait. Il y a vraiment des choses inspirantes derrière et c'est quelqu'un qui travaille et qui reste droit dans ses bottes. Et c'est un film qui est assez fort parce que c'est drôle tout du long et en même temps c'est politique et c'est très humain comme les films de Bertrand Tavernier sont réputés pour l'être. Alors simplement, je veux vous parler du passage sur le stabilo qui est à mourir de rire. Le passage sur le stabilo, si vous ne devez regarder que 5 minutes du film, regardez celui-là, c'est vraiment drôle. Mais il y a un fond de vrai aussi là derrière. Dans la section podcast, j'ai découvert un nouveau podcast qui s'appelle Compresse et Sparadrap. C'est le podcast de Marielle, de la chaîne YouTube et du compte Instagram Le Blog de Neroli, qui est elle-même infirmière en réanimation et qui a parlé de son travail en vidéo, qui sont super intéressantes. Et il y a quelques mois, elle a lancé un podcast pour mettre en avant d'autres membres du personnel médical et présenter leurs expériences aussi variées qu'ils sont nombreux. D'abord, je trouve que le podcast est un format qui lui va super bien ou dans lequel elle excelle parce qu'elle est douce, sa voix est super agréable et elle pose les questions justes, naïves sans être naïve pour mettre les gens à l'aise, les inviter et leur faire parler de tel ou tel aspect de leur métier. Donc c'est un plaisir à écouter et au-delà du plaisir, le contenu quand on ne travaille pas dans la sphère médicale ou même qu'on y travaille, peut-être c'est intéressant parce qu'on découvre des choses qui ne sont pas du tout dans notre milieu, qu'on ne peut pas imaginer. En l'occurrence, celui que j'ai beaucoup aimé, c'est l'épisode 11 qui invite une psychologue en milieu carcéral. 1 heure, c'est très court pour rentrer dans le cœur de leur métier, mais ça n'en est pas moins intéressant. Donc je vous recommande chaleureusement le podcast Compresse et Sparadrap. De mon côté, je vais m'enfiler les autres épisodes. Dernière section, ce sont les vidéos. J'ai regardé l'interview de Frédéric Mazzella, le fondateur de Blablacar, sur la chaîne YouTube Business Impact, avec le journaliste David Laroche, qui, je sais, ne fait pas l'unanimité, mais que moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a un super style pour les interviews, et lui aussi il pose des bonnes questions, il va vraiment creuser, il a beaucoup de respect pour ses interviewés. Honnêtement, l'exercice doit pas être facile, et je trouve qu'il nous délivre de super interviews. Par exemple, avant Frédéric Mazzella, j'avais adoré les interviews de Marc Simoncini, le fondateur de Mythique,
et l'interview de Jacques Attali, qui est un personnage un peu controversé aussi, mais qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y a des choses hyper intéressantes dans ce qu'il dit, c'est quelqu'un de brillant, de cultivé. Donc j'aime beaucoup les interviews de Business Impact en général, et Frédéric Mazzella, il m'a donné l'impression d'un entrepreneur particulièrement patient et résilient. Alors, on le sait, ce sont les qualités indispensables, j'imagine, à tout entrepreneur, patience et résilience, entre autres. Pendant ces 4 ans-là, ça te paraît long? Qu'est-ce que tu te dis en fait? Moi, je me suis pas posé la question de la longueur parce que de toute manière, je savais qu'au bout, ça devait marcher. Okay. Ça prendrait un certain temps. C'est vrai que parfois, on me dit Blablacar, an overnight success. Je dis ouais, it was a long night. Enfin, ça prend du temps. La patience fait partie du jeu. Hein. Mais lui, il a vraiment, il dégage une impression de force tranquille. Alors je sais pas comment il est dans la vie, hein. Donc c'est des personnages hyper différents, mais à chaque fois c'est des personnalités super fortes. Moi j'adore les interviews pour ça. Et du coup à la suite, toujours pour parler de Marc Simoncini, qui aurait pu être l'homme de ma vie. Marc, si tu m'entends. En plus je crois qu'il est divorcé maintenant. Mais bon. Donc j'ai regardé une autre interview de lui, parce que je pourrais l'écouter parler pendant des heures. C'est une interview sur la chaîne Devenez Libre, qui est une rediffusion d'une interview de Marc Simoncini par une étudiante d'HEC. Et dans la foulée, j'ai regardé des conférences d'Oussama Ammar, un des cofondateurs de The Family, qui est aussi un business angel maintenant. Je connaissais pas le personnage et vraiment chacune de ses phrases est une claque. Il pense différemment, quoi. Il montre pourquoi il faut juste arrêter d'attendre, il faut juste essayer. Et moi je pense que rien ne peut faire autant de bien que d'entendre ça. Mais c'est pas facile à appliquer et pour le moment je me contente d'écouter. Hein. Mais vraiment il montre comment le seul salut est dans l'action et qu'il faut dédramatiser tout le reste. Comme d'habitude, la fin du bilan culturel est un petit peu plus bâclée que le début, mais parce que voilà, j'ai pas 36 choses à dire sur les vidéos que vous pouvez aller regarder très rapidement. En revanche, ça, s'il faut que vous dépensiez un peu de sous pour l'acheter, ou pour louer un des films dont je vous ai parlé, bah, ça me tient à cœur de vous en parler un petit peu plus. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ce bilan culturel. Je serais comme d'habitude curieuse d'avoir vos découvertes dans les commentaires ou vos réflexions sur le sujet dont j'ai parlé. Je vous souhaite... Qu'est-ce que je vous souhaite? Je vous souhaite ce que vous aimeriez qu'on vous souhaite. Dites-moi tiens ce que vous aimeriez qu'on vous souhaite dans les commentaires. Voilà, lâchez-vous, on a plein de choses à se dire, c'est super. En tout cas, merci encore, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous et je vous dis à bientôt jusqu'à la prochaine vidéo.